Voilà, moi j'avais proposé dans le cadre de ce colloque, et je me réjouis qu'il ait pu avoir lieu à partir d'Henri Guillemin, avec l'association Henri Guillemin, sur la personnalité de Robespierre, qui, comme on l'a encore rappelé, a été tellement malmené. Remercier effectivement Édouard Mangin, qui était la cheville ouvrière de ce colloque, d'avoir remis cette figure centrale de l'histoire française à l'ordre du jour à travers l'étude qu'en a faite Henri Guillemin. D'autant plus que, mais ça faisait déjà une longue génération qu'une certaine conception de l'histoire avait une tendance à mépriser, sinon à occulter complètement le rôle de Robespierre dans la Révolution française, une Révolution française que pourtant il incarne et qu'il incarne largement, avec laquelle il fait corps. Et c'est le thème de mon intervention ici que j'avais proposé dans le cadre d'un colloque que j'avais compris n'étant pas spécialement... On m'entend mal ? Ah, on ne m'entend pas. Dans le cadre d'un colloque qui... je me rapproche alors, voilà. Dans le cadre d'un colloque qui n'est pas un colloque universitaire, je me réjouis aussi, qui est cette large participation. Je vais proposer donc ce thème, le problème Robespierre, celui de son héritage, ou bien celui de ses héritiers, avec comme sous-titre de la difficulté à assumer l'héritage dont Robespierre est le représentant sous divers aspects de cette difficulté. Je vois qu'on en a déjà traité l'une ou l'autre, notamment la question de son rapport à la religion, qui effectivement est lancinante centrale chez Guillemin. Ce n'est pas ce genre de question que je veux aborder. Je veux aborder celle de cet homme qui fait corps avec la Révolution française, qui l'incarne. Et d'une certaine manière, quand on l'aborde, c'est celle du grand homme qui est traité. Ce grand homme qui peut être connoté ou bien positivement ou bien négativement, c'est le lot du grand homme dans l'histoire. Et Robespierre a longtemps été, on l'a encore rappelé dans la communication précédente, l'objet d'une légende noire. Une légende noire à laquelle pourtant d'autres grands hommes qui vont lui succéder, je pense tout particulièrement à ce personnage que Henri Guillemin n'affectionnait pas particulièrement et qui est Napoléon, lui est considéré comme ce grand personnage. Première réflexion peut-être sur le rôle des grands hommes dans l'histoire. Comment peut-on aborder cette question? La façon dont on l'aborde généralement, ce sont les grands hommes, c'est pour ça qu'ils sont grands, qu'ils sont proclamés grands, que ce sont les grands hommes qui la font. Conception de l'origine, des âges, conception enfantine, sauf que souvent c'est une conception que l'on retrouve souvent reprise dans les conceptions historiques telles qu'elles sont le plus souvent médiatisées, l'importance notamment des biographies, l'engouement pour les vies de ceux que l'on considère comme étant ces grands hommes, éventuellement ces grandes femmes. Robespierre, incontestablement, en est un. Comment peut-on interpréter ce rôle du grand homme? Le grand homme qui fait tout, l'homme qui dirige l'histoire. Il faut relativiser, effectivement, cette définition qui est une définition datée, une définition qui date d'avant la Révolution française et même d'avant la Révolution industrielle. On a depuis lors laissé une plus large part au contre-pouvoir de ces grands hommes qui étaient les masses qu'ils étaient censés représenter ou diriger, ou bien aux forces plus obscures encore, qui travaillent l'histoire. Alors on peut tenter de résumer, puisqu'on va le faire brièvement, je vais essayer de le faire rapidement, peut-être caricaturalement, et je reviendrai, si on le désire, dans le cadre du débat là-dessus. On peut interpréter aujourd'hui le rôle du grand homme comme étant celui qui non seulement trace la destinée historique, mais en est plutôt et trace cette destinée historique dans la mesure où il représente les forces historiques elles-mêmes.
L'historien anglais qui avait réfléchi sur ce genre de questions, Edward Howlett Carr, dans un tout petit livre, mais qui a fait référence très longtemps dans l'histoire anglaise, qui a été traduit d'ailleurs il y a une trentaine d'années, une vingtaine d'années, je ne sais plus, en français. What's History? Qu'est-ce que l'histoire? Traite de cette question du rapport du grand homme aux masses. Et il en arrive à cette conclusion que le grand homme est d'une certaine manière la résultante des forces sociales qu'il sera amené à diriger, et donc il pourra ensuite, parce qu'il est amené à en diriger, il pourra ensuite infléchir le cours. Et dans cette conception qu'il présente, il va distinguer deux formes de grands hommes. Ceux qui, d'une certaine manière, bénéficient de ces forces sociales qui les poussent à les représenter, et d'autre part, ces grands hommes qui vont contribuer à infléchir le cours de l'histoire en allant d'une certaine manière à contre-courant de ce qui se fait, en se portant à la tête des masses exclues, des masses opprimées, des masses réprimées de l'histoire, et en tendant à canaliser les contestations et la force. Et il cite à ce propos non seulement le rôle de Lénine, mais celui de Robespierre. Un grand homme donc qui aurait, plus que ceux qui sont considérés aujourd'hui comme incontestables, son rôle à jouer dans l'histoire, et qui pourtant semble, comme je l'ai dit, si souvent exclu. Si l'on reprend, et je ne vais pas reprendre l'histoire depuis sa formation à la Légion noire, on l'a refaite sur le thème de la religion dans la communication précédente, elle date de l'exécution de Robespierre, elle date de Thermidor, même la construction de cette légende noire, et elle va fluctuer à travers plus de cette histoire. Je vais la reprendre dans son dernier moment, les dernières trentaines, la dernière trentaine d'années, une grande génération finalement historique. Dernière grande trentaine d'années qui va être initiée par le bicentenaire de la Révolution française, où Robespierre, comme Saint-Just également, comme Marat aussi, seront des oubliés de cette Révolution française, qui met plutôt en évidence des personnalités comme Danton, et qui n'hésitent pas à reprendre non plus Lafayette, et qui vont même peut-être même aussi mettre en évidence des personnages comme Talleyrand, mais certainement pas Marat, certainement pas non plus ni Robespierre, ni Saint-Just, le bicentenaire de la Révolution française, qui s'était déroulée dans cette grande allégresse de la base et des sommets. Au sommet, elle avait culminé avec la représentation à l'Opéra Bastille, dans lequel Mitterrand avait invité toutes les têtes couronnées du monde pour célébrer cette révolution qui avait mis fin à l'absolutisme et qui, 3 ans après 89, avait mis fin à la République elle-même. Et pour le petit peuple comme il se doit, ces grandes manifestations qui provoquent l'engouement et qui ont vu défiler sur les Champs-Élysées des éléphants représentant, je ne sais pas quel était le sens représentant ce qu'on pourra appeler alors l'enterrement de première classe de la Révolution française à l'occasion de son bicentenaire. C'est la raison pour laquelle je me réjouis donc de l'existence de ce colloque qui remet centralement Robespierre en jeu. Pourquoi cette légende noire? Ici, je vais essayer d'interroger non pas son historiographie et la formation de cette mythologie noire de Robespierre, mais des raisons qui sont d'ordre plus social, politique, idéologique ou idéal. Robespierre, je l'ai dit, il incarne la Révolution française, c'est exclu de la façon dont on la raconte. Et s'il incarne la Révolution française, il est une chose que les puissants de ce monde, que ceux qui dominent à la fois les populations
et les moyens de les informer ou de les désinformer, de ceux qui dominent les médias et les moyens de reproduction de la conception sociale, il va de soi qu'ils n'aiment pas les révolutions, en ce compris les révolutions qui sont fondatrices du fait qu'ils soient aujourd'hui au pouvoir, et la Révolution française est celle-là. Quand on est au pouvoir et qu'on domine une société, qu'on le domine dans les tensions, il est un discours qui n'est pas bon de rappeler, c'est celui de la révolution elle-même. On aime prétendre que la société dans laquelle on vit est éternelle, qu'elle est immuable, que certes, il y a des imperfections qui devront être corrigées, mais qu'on ne pourra pas la transformer de fond en comble. Et si cette société est éternelle, si elle est immuable, en conséquence, elle ne pourra pas évoluer, mais elle ne peut pas non plus, elle ne peut pas avoir de fin, avoir d'origine. D'où cette raison du désintérêt médiatique, de la mise en évidence de ces révolutions. Je pourrais faire la comparaison, je ne vais pas la faire, peut-être réserver ça au débat, puisqu'on a signalé que je venais de Bruxelles, comme on dit en France, avec la révolution belge de 1830, qui donc par conduction va suivre celle des Trois Glorieuses de juillet 1830 à Paris, et dont on aime à signaler qu'elle a permis l'éclosion de la Belgique, mais tout en gommant les aspects d'investissement des masses qui ont mené les combats contre les troupes hollandaises. On n'aime pas, de façon générale, rappeler qu'on est issu d'une histoire qui a bouleversé l'ordre des choses, parce qu'on n'aime pas, de façon générale, considérer que l'on est dans une société, mais qui n'a pas comme horizon, jusque la veille du jugement dernier, de perpétuer l'ordre social tel qu'on le connaît, en corrigeant simplement que quelques défauts, une société qui est mortelle. Je dis souvent les étudiants, regardons ce qui s'est passé il y a un siècle seulement. On est en 1913, avant la Première Guerre mondiale. 2013, quels changements sont intervenus que en 1913, les États-Unis étaient loin de dominer le monde comme ils le font dans la deuxième moitié du XXe siècle. C'est l'Angleterre, depuis 3 siècles, domine de façon hégémonique le monde. Où est-elle l'Angleterre aujourd'hui, en train de courir lorsqu'il y a une autre guerre provoquée par les États-Unis derrière cette ancienne colonie. Les choses changent. Qu'en sera-t-il en 2113? Qu'en sera-t-il en 3013 si l'humanité survit jusque-là, évidemment? On peut s'interroger. Il n'y a aucune raison de penser qu'on serait arrivé à cette société qui est celle dont on apprend les fondements à l'école, les bases civiques, celle de la démocratie représentative, dont on a signalé, c'était Étienne, je pense, ce matin, qu'elle était un bel oxymore, cette démocratie représentative. J'y reviens, si on veut, tout de suite, ou assez vite. Voilà pour ce qui est de ce Robespierre ONI, parce qu'il a dirigé ce mouvement révolutionnaire qui est à l'origine de cette société sur les ruines de la féodalité, et qui, à travers tant de circonvolutions, de retours en arrière, c'est l'autre histoire de ne pas avancer de façon linéaire, a produit la société telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais il y a un deuxième élément qui fait que cette légende noire a pu se construire sur la personnalité de Robespierre. Ce deuxième élément, on l'a mis en évidence également ce matin. C'est Robespierre et l'action de masse. Il s'appuie sur l'action des masses. Et Robespierre fait corps avec ce qu'il appelle le peuple, et le peuple, pour Robespierre, c'est le petit peuple, ce n'est pas le peuple de Locke, ce n'est pas non plus le peuple de Montesquieu, le peuple de Robespierre. C'est ce petit peuple qui a longtemps été exclu et qu'il s'agit de prendre en considération la vie, les desiderata.
Robespierre va défendre l'idée d'un suffrage universel. Aujourd'hui, c'est une conception qui est acquise. Il ne fait pas que défendre l'idée d'un suffrage universel et d'une représentation. Il se fonde aussi sur l'activité des clubs et sur une activité autonome des petites gens. Mais si on prend cette idée du suffrage universel, elle est très balbutiement. À la fin du XVIIIe siècle, il faut être hardi pour pouvoir la proposer que des analphabètes, d'une certaine manière, que des paysans, que des sans-culottes dans les villes puissent s'exprimer. Et c'est une idée qui est profondément novatrice aujourd'hui. L'idée du suffrage universel ne fait plus de discussion. Derrière le suffrage universel et la représentation, d'autres conceptions de siècles plus tard s'y sont introduites. S'il s'agissait à travers elles, à travers l'idée de donner au peuple et à chacun de ses membres une possibilité d'expression aujourd'hui, il s'agit de savoir comment on va diriger ce peuple qui doit régulièrement être appelé à voter et qu'il s'agit en conséquence régulièrement de devoir guider dans ses orientations. On a insisté suffisamment ce matin, on pourra y revenir parce que je pense que c'est une question qui est centrale sur cette dichotomie entre la démocratie telle qu'on la conçoit aujourd'hui, et comme le disait Étienne Chouard, vise aujourd'hui à, je retenu cette expression, à choisir, à élire des maîtres qui doivent être compris, je pense, comme des dirigeants et pas dans l'idée qu'en avait Blanqui dans sa formulation. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse ici, assez souvent tronqué, ni Dieu ni maître au fondement de la conception anarchique. Le maître dont parle Blanqui, Dommanger a bien fait le point là-dessus, le maître dont parle Blanqui, c'est le chef d'entreprise, c'est le dirigeant d'entreprise. Donc ici, la conception de la démocratie, élire des représentants qui seront nos propres dirigeants, là où il s'agirait, si l'on veut être conséquent avec cette idée de démocratie, d'élire des représentants qui soient les serviteurs, le mot est peut-être un peu fort, mais qui soient en tout cas au service de ceux qu'ils doivent représenter. C'est là le sens profond que Robespierre entendait lorsqu'il défend l'idée du suffrage universel. Donc, conception différente à l'origine de cette institution politique et aujourd'hui qui contribue aussi à faire de Robespierre un personnage qui ne peut pas être compris dans l'action concrète si l'on projette rétrospectivement sur le passé les données de notre temps. Deux autres notions que je voudrais aborder, deux autres idées que je voudrais aborder également, qui n'ont pas fait l'objet ici de beaucoup d'attention. Une des raisons également pour lesquelles Robespierre a été mal vu, peut-être dès l'origine, dès Thermidor, cette appellation qui lui colle à la peau, celle d'incorruptibilité, l'incorruptible, aujourd'hui, où en est-on? Mais ces dirigeants que l'on élit, on a une tendance assez fâcheuse à considérer que parce qu'ils nous dirigent, ils devraient être forcément pourvus de tous les privilèges et qu'il n'y a aucune raison de ne pas les leur accorder, en ce compris les privilèges de fortune. L'incorruptible, lui, qui a dirigé l'État français en vivant dans une petite mansarde qu'il louait aux menuisiers, aux Duplay, cet incorruptible, il différait bien de ceux qui aujourd'hui sont à la tête de celui qui est aujourd'hui à la tête de l'État français, qui a le palais de l'Élysée, un peu différent, cette mansarde et le palais de l'Élysée. Mais derrière ce symbole, il y a effectivement la rémunération qui font des représentants que l'on élit et qui sont considérés comme si cela allait de soi, comme nécessitant d'avoir des émoluments à la hauteur des responsabilités qu'ils prennent.
je ne vais pas contester nécessairement le fait qu'il y ait, quand on s'engage dans une carrière politique et qu'on devient un représentant, on doit s'amener pour être un représentant à quitter sa fonction, qu'il y ait là l'un ou l'autre risque de ne pas la retrouver dans ces temps de crise, par après, si on n'est pas réélu, mais des émoluments qui font en sorte que les représentants du peuple ne vivent plus sur le pied d'égalité avec la majorité de la population qu'ils sont censés représenter, sans savoir ce que c'est que de devoir terminer, boucler les fins de mois, parce qu'on est en dehors de ce genre de considération très bassement matérielle. Robespierre représentait cette idée d'incorruptibilité qu'il ne sied pas de mettre en valeur et qui ne plaît pas aujourd'hui aux puissants, aux dirigeants de ce monde de représenter. Dernière image de Robespierre, on a peu évoqué cela, elle existe en filigrane, elle était rappelée dans la communication précédente, c'est celle que l'on accole à l'ensemble des personnalités que l'on veut condamner et contester. C'est un assoiffé de sang. L'idée a été largement reprise, elle était largement théorisée aussi. Lorsque l'on veut condamner son adversaire, on lui met sur la conscience, on lui met sur les épaules tous les crimes. Inutile de contester ce qu'a été, ce qu'a représenté la terreur. Mais il faut aussi pouvoir la voir indépendamment des lunettes rétrospectives qui sont celles de notre temps. La terreur, d'ailleurs, souvent dissociée de ce qui s'est passé dans la suite des événements et qui quelquefois amplifie, bien après Thermidor, ces mécanismes violents que la terreur a pu mettre en évidence. La terreur s'inscrit dans ce mouvement d'une révolution qui est grande entre toutes parce qu'elle est l'investissement du peuple que Robespierre va représenter dans l'an 2 et cet investissement sort d'un monde qui est celui de l'Ancien Régime. La peine de mort, aujourd'hui, elle peut faire l'objet de bien des considérations après 2 siècles d'évolution des mentalités. Mais lorsque l'on sort de l'Ancien Régime, la peine de mort, elle était largement appliquée et elle l'était dans le cadre de ces vices qui étaient ceux des bûchers, qui étaient ceux des punitions de l'Ancien Régime dont on connaît dont on sait la délicatesse. La peine de mort se voyait dans un autre contexte que celle que l'on voit aujourd'hui. Robespierre s'y est opposé lui aussi, mais il aura voté la mort du roi, et puis il aura fait fonctionner cette machine de la terreur, laissant alors cette image à ses détracteurs de cet assoiffé de sang. Dernière considération que je voudrais faire ici, je pense que là je n'aurais pas, ou à peine débordé, j'aurais pas débordé du temps qui m'est imparti, celle du contexte idéologique dans lequel on se retrouve aujourd'hui et qui a été celui des 30 dernières années. Parce que non seulement on a vu réinterpréter cette révolution française à travers d'autres prismes, mais c'est l'ensemble des conceptions historiques. Et derrière l'ensemble des conceptions historiques, c'est l'ensemble des conceptions idéologiques, ou celles que dans les universités on peut appeler scientifiques et qui souvent, dans sciences humaines, en tout cas, sciences exactes aussi pour une petite part, mais ce qui nous intéresse, ce sont les sciences humaines. En sciences humaines, véhiculent également ces conceptions idéologiques derrière le masque de la scientificité. On a une période où on a vu l'éclosion de ce que l'on appelle le
modernisme, ce refus des acquis du siècle des Lumières et de la raison, cette conception dans laquelle on veut considérer que tout peut faire sens et que si tout peut faire sens, tout peut ne pas avoir de sens, et dans lequel il est bien difficile de dégager une ligne directrice et interprétatrice des choses. Et dans le cadre de cette conception qu'on appelle postmoderne et qui s'en prend à la rationalité des Lumières comme étant une conception trop rigide, toutes les conceptions peuvent se retourner contre elles-mêmes. Ce qui était considéré auparavant comme conservateur devient aujourd'hui progressiste. Ce qui était considéré comme progressiste devient conservateur. Les progressistes, ce sont ceux qui veulent aujourd'hui maintenir l'ensemble des structures qui ont fait l'objet dans le XIXe siècle, mais surtout le XXe siècle, de temps de lutte, de conquête et d'acquis sociaux. Ceux qui veulent les maintenir, ce sont les conservateurs. Ceux qui veulent les transformer, ce sont les progressistes. Inversion des valeurs dans cette nouvelle conception où l'on noie le poisson, où l'on ne sait plus trop où l'on va. Et dans ce cadre, nouveau maître, ou candidat en tout cas, maître à penser pour diriger l'opinion publique. Et je vais en reprendre un pour conclure ce petit exposé, celle d'un de ces candidats maîtres à penser qui a commencé à contre-courant de la pensée dominante et qui s'est creusé, c'est là je pense un de ses énormes mérites, qui s'est creusé un sillon pour apparaître dans les médias, c'est Michel Onfray, qui a pu mettre l'athéisme pignon sur rue. Moi-même athée, je serais loin de le contester là-dessus. C'est un acquis incontestable d'avoir pu mettre l'athéisme comme une opinion qui est honorable en tant que telle, mais qui doit, à force de paraître dans les médias, d'une certaine manière donner des gages. On ne paraît pas impunément aussi régulièrement dans les médias, et va alors, dans ce cadre postmoderne où tout s'inverse, se considérer comme le ou un des maîtres, candidats maîtres à penser du progressisme, mais en même temps pourfendre ces grands hommes qui ont fait corps avec la Révolution française, avec Saint-Just et Robespierre. Robespierre qu'il passe son temps à dénigrer, mais aussi Marat. Et il a consacré, je vais peut-être reprendre et terminer, non pas sur Robespierre, mais sur cet autre héros noir méprisé de l'historiographie, en tout cas médiatique, de la Révolution française, qui est Jean-Paul Marat. Il consacre le 7 ans, un petit ouvrage tout à la gloire de son assassine Charlotte Corday, et qu'il appelle l'éloge du poignard, un ouvrage scandaleux en bien des aspects, parce que c'est en fait une soixantaine de pages en grand caractère avec d'énormes marges comme dans les livres pour les enfants, et d'une certaine manière un article tiré en longueur, mais dans lequel il fait l'éloge de cette vertu que serait Charlotte Corday face à cet individu qui, tel Robespierre, est un assoiffé de sang, comme Marat, qui, exémateux, peut-être plus, je cite de mémoire, mais presque textuellement, là on pourra vérifier, puis est plus vivant que mort, et qui ne méritait pas plus que la lame par laquelle on égorge les poules. Voilà ce genre de conception que l'on retrouve aujourd'hui véhiculée par un courant de pensée qui, dans le cadre postmoderne, s'attribue tous les aspects du progressisme. Et je passe sur d'autres considérations qui m'amèneraient plus loin que la Révolution française. La façon dont il traite la Vendée, qui pour rester sur la Révolution française, dans laquelle il voit une pure expérience, je cite ici encore de mémoire, mais presque textuellement, on peut mettre des guillemets, une pure expérience libertaire
la Vendée. Et puis, si on va un peu plus loin, dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, tiens, Charlotte Corday, son geste est comme un appel qui n'aurait pas été suivi, comme un appel du 18 juin. Je me souviens là-bas, mais j'en viens à la Deuxième Guerre mondiale, la façon dont il traite Timofey, il y a des choses qu'il est difficile d'admettre, qui s'inscrivent dans ces conceptions dans lesquelles, depuis une génération, des personnalités comme Robespierre font les frais. C'est donc très heureusement aujourd'hui que l'on a pu avoir, à la faveur de l'association Guillemin et en hommage à Henri Guillemin, qui pourtant avait n'est pas univoque sur le rôle de Robespierre, on l'a rappelé ce matin, c'est Patrick Berthier qui l'a fait, à la faveur de cette évocation de Robespierre par Guillemin, de remettre à l'honneur ces personnalités qui peut-être a été grand comme peu de ceux qu'on appelle grands hommes, parce qu'il a été celui qui incarnait les masses qui s'avancent, et c'est si rare sur l'avant-scène où l'on fait